Donc vraiment, vous l'avez dit, cher maître, que la clinique aussi reste sa place, surtout la cédose. Combien de malades qu'un besoin à porter? Absolument. Mais oui, bien sûr. Merci. Excusez-moi, je n'avais pas vu qu'elle me posait. Merci beaucoup, professeur Chégé, pour cette exposé. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, on passe avec l'exposé de professeur Martin. Je suis là. Ah, ok. Bonjour. Bonjour. Ça va, professeur. Je cherche des problèmes, c'est des... Comment ça? J'ai le grand plaisir d'être parmi vous. Je remercie vivement Monsieur le Président qui nous a invités à ces 7e journées de la paix. Je remercie aussi le comité d'organisation et le comité scientifique pour les topics, pour les sujets pertinents choisis. Je présente aujourd'hui M. Mkhtari. M. Mkhtari est un grand ami des Marocains. Qui n'est plus à présenter. C'est le chef service de l'anatologie à Krim El Ambissat. C'est vrai, tu es un grand ami des Marocains. Oui. C'est un grand néonatologue, donc je le remercie pour sa modestie, pour sa compétence. Il accompagne pratiquement toutes les manifestations scientifiques de néonatologie au Maroc. Donc il va nous traiter un topic toujours d'actualité qui est l'oxygénothérapie en réanimation néonatale, indications et limites. Monsieur Mkhtari, vous avez la parole, vous avez 30 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le modérateur. Merci beaucoup à toute l'équipe et le bureau de l'association de la pédiatrie d'El Jadida. Et je suis ravi d'être parmi vous. Juste pour parler de l'oxygénation, un petit rappel, pour dire que quand on parle de l'oxygénothérapie chez nos nouveau-nés, il faut savoir d'où on part. On part bien sûr d'un fœtus. Il faut savoir que le fœtus, il est oxygéné de manière passive parce que l'oxygène passe de manière passive de la mère au fœtus et il est transporté par la veine ombilicale et le fœtus, il vit dans un environnement qui est assez hypoxique, en tous les cas pour nous. Mais il arrive à se débrouiller. C'est-à-dire que dans la veine ombilicale, vous avez à peu près 30 mm de mercure, mais une bonne saturation. Et le fœtus, il maintient une norme oxy. Pourquoi? Parce qu'il a une hémoglobine très particulière qu'on appelle l'hémoglobine fœtale, qui a une affinité très élevée par rapport à l'oxygène, ce qui fait qu'il y a une fixation sur l'oxygène qui est très importante. Et cette oxygénation permet au fœtus à ce moment-là de se développer pendant la période fœtale de manière harmonieuse. Et ce qui se passe, c'est que le problème se pose au moment de la transition, au moment de la naissance, et c'est là où il va y avoir bien sûr un certain nombre d'éléments qu'on appelle la phase transitionnelle ou la phase de passage de la circulation fœtale, mode fœtal à la circulation adulte, et là où il doit y avoir à ce moment-là, bien sûr, les difficultés qui s'installent. Dès la naissance, le nouveau-né, il va faire un certain nombre, il va faire quoi? Il va d'abord respirer, et en respirant, il va augmenter, on va clamper le cordon ombilical,
la sage-femme va clamper le cordon, il va y avoir une augmentation des résistances vasculaires systémiques. Au premier cri, il va y avoir une diminution des résistances vasculaires pulmonaires et il va y avoir un rétablissement des circulations parce qu'il va y avoir à ce moment-là une augmentation de la compliance pulmonaire, une diminution des résistances pulmonaires, une oxygénation rapide. Et avec un canal artériel qui est sensible à l'oxygène, il va y avoir donc une fermeture, au moins une restriction du canal artériel qui va à ce moment-là réduire le shunt droite-gauche et même faire plutôt basculer le shunt plutôt de gauche à droite avec un enfant qui devient tout rose pendant les premières minutes, en tous les cas au cours des 10 premières minutes. Donc ce phénomène se passe assez souvent sans qu'on ait besoin d'apporter quoi que ce soit comme oxygène. Mais parfois, on est amené à apporter de l'oxygène à l'enfant. Et je vais me focaliser beaucoup sur la salle de naissance, parce qu'en réanimation, tout à l'heure, c'est Younes a parlé de la réanimation et des apports en oxygène. L'apport en oxygène en réanimation, il est calibré, il est contrôlé avec les capteurs de saturation, avec des gaz du sang et ainsi de suite. En salle de naissance, on apporte de l'oxygène un petit peu de manière empirique, d'accord, ce qu'on peut, et on fait comme on peut. Donc l'oxygène, il est transporté, que ce soit chez l'adulte ou chez le nouveau-né, en tous les cas, de deux manières. La première manière, il est combiné à l'hémoglobine, c'est 98,5%. Il y a 1,5% qui est de manière dissoute. Et ce 1,5% qui est dissous, il est très important au niveau qualitatif, même si quantitativement il est très faible. C'est celui qui va permettre les échanges gazeux, en tous les cas, entre les capillaires et les cellules. Et c'est sous cette forme-là que l'oxygène diffuse. Il ne diffuse pas, il est transporté par l'hémoglobine, mais il diffuse sous forme dissoute. Et non pas, quand il est combiné à l'hémoglobine, bien sûr, il ne va pas participer au niveau des échanges cellulaires. Celui qui est combiné, il est combiné à l'hémoglobine, et on sait que l'hémoglobine, elle est fabriquée par 4, elle transporte, chaque molécule d'hémoglobine transporte 4 molécules d'oxygène. Et on sait également que les premières molécules, elles ont du mal à se fixer, la fixation est assez difficile, et plus la fixation, donc l'appétit vient en mangeant, plus la fixation, elle se fait, par exemple, le premier oxygène à se fixer sur l'hémoglobine, il a du mal, mais il se fixe difficilement. Mais par contre, le quatrième, il va se fixer 200 fois plus facilement. C'est-à-dire une hémoglobine qui commence à être oxygénée, elle va apporter, il va y avoir une affinité plus importante pour le reste de l'oxygène à le fixer sur elle-même pour le transport. Et une fois qu'il est transporté, cet oxygène, il va être transporté sous forme d'oxyhémoglobine. Et cette oxyhémoglobine, elle va à ce moment-là être caractérisée par... Enfin, l'oxygène à ce moment-là, une fois qu'il y est à l'hémoglobine, il va être... il est caractérisé par 3 éléments fondamentaux qui sont, premièrement, on a la saturation en oxygène, tout à l'heure, Younes en a parlé. On a la capacité d'oxygène qui est le volume maximum qu'une molécule d'hémoglobine peut transporter, qui est en fonction, bien sûr, du niveau du taux d'hémoglobine, une constante qui est 1,34. Et puis, il y a le pouvoir qu'on appelle le pouvoir oxyphorique, qui est qu'est-ce qu'une molécule d'hémoglobine peut transporter comme oxygène. Et à ce moment-là, c'est pour cela qu'on a cette constante de 1,34, parce que c'est ce qu'on appelle le pouvoir oxyphorique. Le transport de l'oxygène, il dépend également du débit cardiaque. Tout à l'heure, Younes a parlé du débit cardiaque et de la SVO2, et je le remercie d'avoir parlé de la SVO2 parce qu'assez souvent on s'intéresse à la PaO2. Mais donc le transport en oxygène, il dépend du débit cardiaque et du contenu artériel en oxygène. Donc quand on regarde par exemple l'oxygène, ça c'est de l'oxygène combiné, pratiquement, je vous ai dit 98,5%, il y a un tout petit peu d'oxygène dissous. Cet oxygène dissous, il est particulièrement important pour les échanges. Et ce contenu en oxygène, il dépend de l'hémoglobine, comme je vous l'ai dit, de cette constante, et de la saturation en oxygène. Il dépend également de la PaO2. Mais comme la PaO2, on est obligé de la multiplier par un facteur qui est extrêmement petit, qui est 0,03, on considère qu'elle est négligeable. Donc on se contente de dire que le contenu en oxygène, c'est l'oxygène combiné à l'hémoglobine multiplié par le coefficient de 1,34. Alors chez le fœtus, chez le nouveau-né, les choses sont plus complexes. Pourquoi? Parce qu'on passe d'une hémoglobine fœtale à une hémoglobine adulte. Et cette hémoglobine fœtale, elle va être, pendant toute la vie fœtale bien sûr, après la naissance elle persiste à peu près jusqu'à l'âge de 6 mois. Et pendant les premiers mois,
et en particulier pendant les premières semaines, on a une affinité de cette hémoglobine pour l'oxygène qui est très importante. Ce qui nous sauve, c'est-à-dire chez le nouveau-né, on a une affinité, il y a beaucoup, chez le nouveau-né, il y a 97% de l'hémoglobine fœtale juste avant la naissance, elle arrive quelques heures après, elle passe à 80-90%. Et on voit par exemple que cette affinité pour l'oxygène est très importante parce que pour une PaO2 à 20 mm de mercure, vous avez une saturation à 50%. Ce qu'on appelle la saturation à 50%, c'est celle qui est considérée comme élément de référence pour comparer. Et plus le nouveau-né avance dans l'âge, vous voyez, ça c'est premier jour, deuxième jour, premier jour, deuxième jour, puis 3 semaines, et puis là on arrive à 11 mois, et là on arrive à 6 mois. Vous prenez par exemple à 6 mois, il reste encore de l'hémoglobine fœtale à 6 mois, vous avez encore une capacité de fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine qui est assez importante par rapport à un enfant de 1 an. Ce qui fait que cette hémoglobine fœtale a l'avantage, du fait de son affinité pour l'oxygène, de nous, en tous les cas, permettre de sauver le nouveau-né beaucoup plus facilement. Et cette saturation qu'on va exiger du nouveau-né à la naissance, là ce sont des études qui montrent que pendant les 10 premières minutes, il faut qu'on soit un peu cool avec le nouveau-né. Pourquoi? Parce qu'on a envie que le nouveau-né, il est bleu à la naissance, ce qui est physiologique, il va devenir rose immédiatement. Donc ce qui n'est pas physiologiquement normal. La physiologie normale veut que ce soit un nouveau-né qui soit prématuré ou un nouveau-né à terme, il y ait cette phase de transition avec une diminution des résistances pulmonaires, augmentation des résistances systémiques. Tout à l'heure, Younes avait parlé de l'HTAP, donc il y a une HTAP physiologique chez le nouveau-né, physiologique. Donc il faut que cette HTAP diminue progressivement. Et ça nécessite un certain temps, au moins les 10 premières minutes de vie. Et on voit par exemple sur ces études assez anciennes de 2010, que vous avez une transition qui demande un certain temps où la saturation, vous voyez, elle est quasiment à 20% ici. 20% chez le nouveau-né prématuré, elle est en moyenne de 30 à 40% à la naissance, et puis elle va augmenter progressivement sans qu'on fasse quoi que ce soit. C'est des enfants qui sont en ventilation spontanée sans rien. On les a regardés ici. D'accord ? Et puis il y a une petite différence également qui n'est pas énorme. En tous les cas, cette différence est assez importante pendant les 15 premières minutes de vie et elle diminue par la suite. C'est quand un enfant naît par césarienne ou par voie basse. On le sait très bien qu'un enfant qui est né par césarienne, il a manqué cet effet de catécholamine endogène maternelle avec une maturation pulmonaire, avec une résorption du liquide pulmonaire, ce qui fait qu'il a le droit d'avoir une saturation un peu plus basse pendant les 15 premières minutes de vie. Ça c'est connu maintenant. Les chiffres, les chiffres, ils sont là. De SPO2, la saturation. Voilà. Donc les chiffres de saturation, on peut tolérer facilement moins de 90%, 85 à 88. Alors nous on est inquiet quand on est à 85%. Enfin, on est inquiet. Quand on est en réanimation, on est moins inquiet que quand on est en salle de naissance. C'est clair. Quand on est pédiatre, on est moins inquiet que quand on est sage-femme. Et on est inquiet quand on a un enfant qui est à 85 ou 80, sachant que juste avant la naissance, c'est-à-dire dans les minutes qui ont précédé la naissance, il était à 78, 75, 70 de saturation. Et il vivait très bien avec ça. Donc, il faut de temps en temps rester un peu zen, cool, pour une saturation, vous voyez, à 80%. Ok, il a le droit d'avoir 80% pendant quelques minutes. Si ça reste au-delà de 10-15 minutes, à ce moment-là, on peut s'inquiéter. D'accord? Donc, quand est-ce qu'on va apporter de l'oxygène? Eh bien, on apporte l'oxygène exogène quand il y a une inadéquation entre les besoins et les apports. L'enfant a besoin de plus, j'apporte moins. Et là, vous avez un certain nombre, vous avez soit un problème d'oxygénation, qu'on appelle la diffusion alvéolo-capillaire. Et cette diffusion alvéolo-capillaire, elle est altérée quand l'enfant est en altitude, ce qui n'est pas notre cas, quand il y a une hypoventilation, quelle que soit l'origine de l'hypoventilation, soit par sédation, soit par paralysie musculaire, soit par pathologie alvéolaire, une cardiopathie congénitale cyanogène, quand vous avez un shunt intrapulmonaire, toutes les insuffisances hépatocellulaires par exemple. Et puis, en fonction de, est-ce qu'il y a un problème de délivrance, enfin, de transport de l'oxygène. Tout à l'heure, je vous ai parlé que le transport de l'oxygène, il dépend du débit cardiaque, il dépend également de la saturation, enfin, de l'hémoglobine. Donc, s'il y a une anémie aiguë sévère, s'il y a un problème, bien sûr, du contenu artériel en oxygène,
de la consommation. Si l'enfant a besoin d'une consommation plus importante, le choc septique, la polypnie. La polypnie avec un enfant qui a un travail musculaire très très important, à ce moment-là, il y a une inadéquation entre il a besoin de plus, je lui apporterai à ce moment-là d'une manière exogène. Mais l'enfant qui n'a pas d'inadéquation, qui a besoin de cette phase transitionnelle d'adaptation, celui-là, je le laisse tranquille. Qu'est-ce qu'on a comme moyen pour surveiller l'apport en oxygène? On a la saturation. La saturation, c'est vrai, c'est les années 80, ça a bouleversé la vie des réanimateurs. Sauf que cette saturation, elle fonctionne comment? Elle fonctionne en fonction de deux éléments qui sont donc des longueurs d'onde qui sont les longueurs d'onde du rouge et de l'infrarouge, 660 nanomètres et 940 nanomètres. Et ces deux longueurs d'onde, elles vont permettre quoi? Je vais passer à la suite, vous allez voir, c'est plus facile. Donc ces deux longueurs d'onde, elles vont permettre quoi? On met le capteur sur la main droite normalement, mais là j'ai une photo avec le pied. On met à ce moment-là, on prend, pourquoi d'abord la saturation? Elle prend essentiellement le pouls artériel, elle ne prend pas la saturation veineuse ni capillaire. Parce que cette saturation, elle a besoin de regarder deux choses, je reviendrai par la suite. Elle a besoin de calculer la différence entre la lumière rouge et la lumière infrarouge. Et quand on a à la précédente, quand on a une hémoglobine qui absorbe plus de la lumière infrarouge par rapport à une hémoglobine qui absorbe plus de la lumière rouge, donc pendant les phases de systole ou diastole, à ce moment-là vous avez des variations, et cette espèce de variation va permettre à ce moment-là à ce capteur, à ces diodes, de permettre à ce moment-là de dire il y a une hémoglobine particulière qui absorbe plus l'infrarouge et l'autre qui absorbe plus le rouge. Et c'est comme ça qu'on fait la différence entre l'oxyhémoglobine et l'hémoglobine réduite. L'oxyhémoglobine qui absorbe plus l'infrarouge. Et c'est comme ça qu'on va déterminer. Et quand on va déterminer pas la valeur de base qui est capillaire ou veineuse, mais on va déterminer uniquement ce qui se passe au niveau du pouls. Et la saturation, elle dépend d'un certain nombre d'éléments. On sait qu'elle dépend à la fois, donc elle est fermée par un microprocesseur, on sait qu'elle dépend à la fois de l'algorithme qui est utilisé. Alors l'algorithme qui est utilisé tout à l'heure, c'est pour cela que je remercie Younes d'avoir parlé de la SVO2, l'algorithme qui est utilisé est un algorithme d'adulte, qui permet de dire que chez l'adulte, la saturation, elle est efficace et très très fiable à 70%. Au-delà de 70%, on est un peu dans le flou. En dessous de 70%, elle n'est pas du tout valable. Quand je vois dans le service, les gens me disent « Oh ben il a désaturé, il était à 20%. » 20% ça n'existe pas. 20% c'est la norme, ça n'existe pas. Donc du coup, la saturation, elle est, comment ça s'appelle? Elle est valable sur cette partie-là. Sur cette partie-là, c'est la tangente à cette partie-là. On est en dessous de 70%, elle n'est pas valable. On est au-dessus, elle n'est plus valable. En tous les cas, elle n'est plus fiable. Ce qui fait que chez le nouveau-né, cette valeur empirique de 70% de saturation n'est pas fiable. On l'utilise parce qu'on n'a pas autre chose, parce que les microprocesseurs, ils sont faits pour l'adulte, ils ne sont pas faits pour le nouveau-né. Et je rappelle que le nouveau-né n'a pas la même hémoglobine que l'adulte. L'affinité pour l'oxygène est beaucoup plus élevée. Ce qui fait que quand on est à 80% ou à 85% de la saturation, du capteur de saturation, chez le nouveau-né, la saturation réelle est beaucoup plus élevée parce que l'affinité est plus importante. Et c'est ça qui va nous poser problème parce que je vais rapidement passer aux effets indésirables, donc la toxicité de l'oxygène, c'est ça qui nous intéresse le plus. Toxicité connue, vous voyez, l'oxygène a été découvert, l'utilisation de l'oxygène comme traitement est utilisé dès 1600. En 1770, déjà, on a commencé à parler des effets secondaires de l'oxygène. Dans les années 40, on a commencé à parler des épidémies de rétinopathie, qu'on appelait à l'époque des fibroplasies rétrolentales. Et 1992, donc voilà, donc on commence un petit peu à être inquiet sur l'utilisation de l'oxygène en salle de naissance. Je vous ai ramené cette étude de 1955, l'année de ma naissance. Il y en a quelques-uns qui vont se poser la question, il a quel âge? 69 ans. Donc cette étude qui est très ancienne, et d'ailleurs il y a des études bien avant, il y a des études de Marcel Lelong et compagnie dans les années 50, avant celle-là, qui ont comparé deux types de malades, des malades à qui on a donné de l'oxygène pendant longtemps et d'autres pour lesquels on a donné de l'oxygène pour une durée plus courte.
Et à l'époque, vous voyez l'incidence des enfants qui étaient aveugles suite à l'apport d'oxygène, 7,5% étaient aveugles. Ceux qui avaient une rétinopathie active, 61%. Plus de 1 sur 2 avaient une rétinopathie active. Et ceux qui avaient une rétinopathie résiduelle étaient de l'ordre de 21%. Et quand on a comparé ces deux études, c'était une étude randomisée avec certains à qui on a donné de l'oxygène. Je vais vous montrer comment on donnait de l'oxygène à l'époque. Donc on a donné de l'oxygène, on les a laissés pendant jusqu'au pratiquement à terme. Et d'autres, on a écourté l'oxygène aux environs parce qu'ils étaient plus petits. Donc ceux qu'on a commencé chez 1 kg, on a arrêté l'oxygène vers 1,4 kg, 1,5 kg. Et à ce moment-là, on s'est aperçu que finalement, quand on a réduit l'oxygène, on a diminué le risque de cécité pratiquement de 3. Pratiquement de 3. Et les formes actives, elles sont également diminuées, mais pas tellement, mais surtout les formes résiduelles. Et à l'époque, on donnait l'oxygène comme ça. On mettait 3 litres, 4 litres, 5 litres, 6 litres. Donc on donnait un peu à la louche. Un peu à la louche. Il n'y avait pas de... On mesurait la saturation, pas sur l'enfant, mais il y avait des capteurs de saturation dans la cloche. On mettait de la machin pour savoir s'il y a réellement de l'oxygène. Et quand on donne de l'oxygène à des bélibres, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas combien on donne. On ne sait pas. Soit on donne par défaut, soit on utilise à ce moment-là de l'hypoxie, soit par l'hyperoxie. Et donc, dans l'objectif de réduire ce risque de rétinopathie du prématuré, il y a eu beaucoup d'études, je vais vous montrer les études qui ont été faites concernant le range dans lequel il faut maintenir la saturation. Parce que les premières études, elles étaient surtout sur le versant hypoxie. Dire l'oxygène est dangereux, il donne des rétinopathies du prématuré, il donne des dysplasies bronchopulmonaires, il participe. À ce moment-là, il faut réduire au maximum la saturation. Il y a eu beaucoup d'études qui ont fixé le range entre 85 et 89%. Et qu'est-ce qu'on va voir par la suite? On va voir que, je passe là-dessus, que quand on met un range, par exemple, le bas c'est le moins noir, le moins foncé, par rapport à un range plus haut, on s'aperçoit que finalement, même en mettant un range qui est plus bas, vous voyez, on arrive pratiquement à 100% de saturation chez certains. On arrive à beaucoup d'époxy, la plupart ils ont une époxy. Quand on met dans le range plutôt haut, à ce moment-là, la même chose. Et donc on a une espèce d'étalage comme ça de la saturation, et en pensant mettre des ranges plutôt serrées, finalement, ça dépasse. Ça dépasse du fait de cette hémoglobine fétale et cette affinité qui est particulière qu'on ne peut pas contrôler. Parce qu'on ne peut pas faire des échanges transfusionnels chez tous les nouveau-nés à la naissance, ce n'est pas possible et ce n'est pas indiqué et ce n'est pas éthique. Et donc on s'aperçoit que finalement, en ciblant 91 à 95%, voilà, donc on a des enfants qui sont en hypoxie. De la même manière, quand on cible des saturations, on a beaucoup de saturations qui sont supérieures à 98 et beaucoup là, inférieures à 80. Surtout avec beaucoup d'hypoxie, beaucoup d'hyperoxie. C'est ceux qui sont, on est un peu plus permissif ou quand on est un peu restrictif. Et ce n'est pas bon dans les deux cas. Et dans les deux cas, ça donne quoi? Ça donne qu'il y a eu des études, 3 grandes études, l'étude Boost 2, qui est une étude de Royaume-Uni et de l'Australie. Cette étude Boost 2, elle a été arrêtée. Elle a été arrêtée parce que les résultats dès le début étaient assez impressionnants. Ce sont des enfants prématurés, vous voyez, qui pèsent à peu près 800 grammes, 26 mètres, ce sont ceux qui sont les plus sensibles à l'oxygène. Et on s'aperçoit que finalement, ceux qui étaient dans le range bas, 85-89%, on avait beaucoup de mortalité. Ceux qui étaient dans le range haut, on avait beaucoup d'effets secondaires sur la rétine et sur l'oreille, surdité et cécité. Donc, on était pris entre deux feux. Le feu de, si on laisse une hypoxie, les enfants meurent plus. Si on les remet un peu plus d'oxygène, ils deviennent plus aveugles. Et la rétinopathie du prématuré, et je passe juste pour vous dire que finalement, c'est un problème d'angiogénèse. C'est l'oxygène qui va altérer l'angiogénèse. Et en altérant l'angiogénèse, vous allez avoir à ce moment-là un arrêt de la multiplication vasculaire et puis ce qu'on appelle une néovascularisation, une vascularisation anarchique qui va entraîner à ce moment-là des lésions beaucoup plus importantes. Pourquoi il y a cette vascularisation anarchique? Parce qu'il y a d'abord, dans un premier temps, il va y avoir un arrêt des facteurs de croissance
endothéliaux, de facteurs de croissance endothéliale vasculaire. Et puis dans un deuxième temps, il va y avoir une remise en place de ce facteur, voilà, qui va donner cette angiogénèse particulière, qui est une néovascularisation par stimulation de ce même facteur par la suite. Et ça donne à ce moment-là une altération, ça je passe, une altération. Là, on les grade, vous voyez, stade 1, stade 2, stade 3, en fonction de l'atteinte. Je passerai là-dessus juste pour vous dire que, en fonction du stade, le traitement est différent. On commence à faire du laser ou des facteurs de croissance localement dans l'œil à partir de stade 3. Donc, la même chose, l'étude SUPPORT, qui est une étude qui a montré que finalement, l'enfant est pris en étau entre le marteau de l'oxygène et l'enclume de la mortalité, et dans ce cas-là, il va falloir choisir. Il va falloir choisir entre quoi? Entre mettre trop d'oxygène, et à ce moment-là, c'est la rétine qui souffre, soit mettre moins d'oxygène, et là, c'est le décès. Et cette étude, la même chose, c'est des enfants de 800 grammes, 26 semaines, c'est le même profil d'enfant. Et on s'aperçoit de la même manière, en faisant une surveillance minute, toutes les 10 secondes de la saturation, on s'aperçoit que finalement, quand on met une saturation dans l'orange bas, en étant entre 85 et 89, on est largement, quand on prend la médiane et non pas la moyenne, quand on prend la médiane, on est largement au-dessus de 92%. De la même manière, quand on prend l'orange élevé, quand on prend la médiane, on est largement au-dessus de 95, alors que l'objectif c'est 91, 95, pas au-dessus, c'est-à-dire le max qui doit être, alors que là le max il est à 100. Ce qui fait que les deux sont mauvais. Les deux sont mauvais. Et on s'aperçoit aussi que cette mortalité est très importante au tout début de la vie, et après il n'y a plus de mortalité, il n'y a que malheureusement des séquelles en fonction, voilà. Un autre modèle donc, qui nous intrigue et qui nous interpelle, qui est le modèle de l'hypoxie néonatale, de l'asphyxie néonatale. On sait que dans le cas de l'asphyxie néonatale, vous avez à ce moment-là une dette en oxygène, et l'objectif pour nous, c'est de dire, je vais rétablir cette dette en apportant de l'oxygène supplémentaire. Qu'est-ce qui se passe en asphyxie périnatale? Vous avez un métabolisme anaérobie. Un métabolisme anaérobie avec 2 ou 3 éléments fondamentaux qui sont, premièrement, vous avez donc un métabolisme anaérobie au moment natal, l'enfant naît, je le ventile et je lui apporte rapidement beaucoup d'oxygène. En apportant beaucoup d'oxygène, ces cellules, elles ont souffert d'hypoxie. Elles sont altérées au niveau de leur cytosquelette et également au niveau de leur mitochondrie. Je leur apporte de l'oxygène, ils vont fabriquer des radicaux libres, et les mitochondries qui sont altérées ne vont pas utiliser cet oxygène. Donc je vais avoir un excès d'oxygène non utilisé, qui va aussi aller vers les radicaux libres. J'aurai une altération du cytosquelette avec une rentrée massive du calcium, et tout ce qui peut sortir sort, et tout ce qui peut rentrer rentre. Ce qui fait que je vais me retrouver avec une libération massive du glutathion, qui est le principal médiateur de la NMDA. À ce moment-là, quand par exemple je prends ici, ici, je prends le rapport entre le glutathion réduit, celui qui est oxydé chez les enfants normaux et ceux qui ont une asphyxie. Ceux qui sont normaux, vous voyez, vous avez une baisse de ce rapport qui va se normaliser par la suite à 28 jours de vie. Ceux qui ont souffert et qui ont été réanimés sous air, ce rapport baisse et il va s'améliorer rapidement. Ceux qui sont sous oxygène, il ne s'améliorera jamais. C'est-à-dire qu'ils vont garder ce rapport entre le glutathion qui est un puissant, il intervient dans la cascade excitotoxique. Il me reste combien de temps? Parfait, je pense que je serai dans les temps. Donc à ce moment-là, vous allez voir qu'en utilisant de l'oxygène, effectivement, on va d'abord récupérer moins rapidement une ventilation efficace et on voit une libération massive des radicaux libres. De la même manière pour la dysplasie bronchopulmonaire. Et ça, c'est un très très bon modèle d'épigénétique. Quand on a une hyperoxie, nous avons une libération des radicaux libres qui vont altérer à ce moment-là l'oxydation des lipides. En altérant l'oxydation des lipides, ils vont aggraver le dommage pulmonaire. Parce que vous avez la dysplasie, vous avez un apport d'oxygène, vous avez la ventilation. Tout à l'heure, Younes avait parlé stress, le stress moral au niveau de la respiration, en me disant que si je tape ici, je ne sais pas combien de fois, je vais altérer, ce qui est le cas. Et là, on va altérer aussi du fait
d'agir sur les facteurs de croissance de l'endothélium vasculaire, on va altérer l'angiogénèse. Pendant longtemps, on pensait que les alvéoles, c'est l'alvéole qui se fait et le vaisseau se fait autour de l'alvéole. Maintenant, on sait que c'est l'inverse. C'est le vaisseau qui se fait d'abord et l'alvéole se fait autour du vaisseau. Ce qui fait qu'en altérant l'angiogénèse, on va réduire le nombre d'alvéoles. Donc, du coup, on va se retrouver avec, du fait de l'hyperoxie, on va se retrouver à générer des dysplasies bronchopulmonaires. La même chose en ce qui concerne, par exemple, vous voyez, quand on est en salle de naissance, on va utiliser le dispositif qu'on a, soit le ballon, soit ici, bon, je prends le modèle par exemple, le plus sophistiqué. Donc on prend ce modèle-là le plus sophistiqué avec la pièce en T, et vous voyez que quand on veut titrer son oxygène et on veut passer de manière croissante de 30 à 50% ou de 50% à 100% ou l'inverse, et dans notre tête on dit je vais arrêter l'oxygène ou je vais baisser l'oxygène, ça va baisser immédiatement. Pas du tout. Vous voyez le temps, le délai qu'il vous faut pour augmenter et surtout pour baisser. Si je prends le modèle sans fuite ou avec fuite 50%, là c'est 50%, excusez-moi, 50% de fuite, vous voyez que j'aurai besoin à ce moment-là de 65 secondes pour passer de 80 à 100, de 100% à 80%. Je suis à 100%, je baisse à 80%, j'ai besoin d'une minute pour avoir un équilibre entre ce que je veux et ainsi de suite. Donc ça, nous, dans notre tête, on dit, je suis passé de 100% à 80%, hop, c'est immédiat. C'est pas immédiat du tout, parce qu'il faut un temps de rinçage déjà au niveau de toute la tuyauterie, et puis un temps d'adaptation au niveau alvéolaire. Il faut que l'enfant respire suffisamment pour dégager l'oxygène qu'il avait dans les poumons, pour passer à un autre gaz. De la même manière, quand on a actuellement, par exemple, on a un système de dire, je ne peux pas ajuster tout le temps dans un modèle ventilatoire en salle de naissance ou en réanimation. Je vais utiliser, là nous on utilise beaucoup en réanimation à Bicêtre, on va utiliser un modèle d'assistant pour assister à l'oxygène. En fonction de la saturation, il va lui-même apporter l'oxygène, la FiO2 qu'il faut. Et on s'aperçoit que finalement, quand on prend des enfants prématurés, qu'on nommait soit en assistance manuelle ou assistance automatique de l'oxygène en fonction de la saturation, quand on regarde ce qu'on obtient avec l'assistance automatique, vous voyez déjà le pourcentage de saturation inférieur à 80%, il est réduit de manière significative. Le pourcentage d'hyperoxie est réduit de manière significative. Le pourcentage du range de saturation supérieur à 95% est la même chose, réduit. Vous voyez à ce moment-là, le nombre d'épisodes de désaturation est diminué de pratiquement de moitié. Donc on réduit de manière, enfin on améliore de manière considérable les épisodes d'hypoxie et les épisodes d'hyperoxie en utilisant un modèle automatisé. C'est juste un petit capteur qu'on met sur la machine et qui va lui-même analyser en temps réel et il va ajuster la FiO2 en fonction de la ventilation initiale. Donc pour conclure, la possibilité d'apporter de l'oxygène en réanimation chez le nouveau-né, elle existe un peu partout. Le problème c'est qu'il faut bien sûr trouver le moyen d'éviter l'hyperoxie, parce qu'on sait que l'hyperoxie prédispose à la rétinopathie et à la dysplasie. Il faut trouver le moyen également d'éviter l'hypoxie, et il faut savoir également que le nouveau-né, il a cette capacité d'avoir cette hémoglobine fœtale qui nous perturbe notre raisonnement concernant la valeur de la saturation. Parce que quand on regarde une saturation avec un algorithme qui est fait pour l'adulte, il faut savoir que quand la saturation est à 85% chez le nouveau-né, elle est en réalité, si on prend la SaO2, qui n'est pas la SpO2, la SaO2 qui est la saturation en oxygène mesurée en faisant un gaz du sang, la SpO2 c'est celle qui est cutanée, on voit que la SaO2 est beaucoup plus optimiste par rapport à la SpO2, tout simplement du fait de cette hémoglobine fœtale. Naturellement, l'ILCOR prévoit de ventiler plutôt sous air au début et augmenter progressivement. Commencer par 30% chez les enfants de moins de 35 semaines, commencer sous air chez les enfants qui sont à terme, et n'oubliez pas cette affinité pour l'oxygène, de l'hémoglobine fœtale pour l'oxygène. Je vous remercie. Merci, professeur Mortalet, pour cette excellente présentation qui a mis le poids sur les habitudes quotidiennes
soit du pédiatre, soit l'état général, soit l'hématologiste, soit le réanimateur. Et il y a des messages à passer que il faut être patient pour cet accouchement, surtout pour ce qui concerne la saturation d'oxygène à sa naissance. Absolument. Très important, il faut attendre 7 et 10 minutes, pas stressé. Donc il faut être patient sur le plan oxygène. Deuxième message, il faut mettre le capteur au niveau de la main droite. C'est très important parce qu'on met le capteur au niveau du pied gauche, on donne une valeur qui n'est pas exacte. Troisième message, on utilise toujours l'oxygène pur pour les bébés. Parce que plusieurs unités au service, au Maroc, l'oxygène pur, on n'a pas ce mélangeur. On n'utilise pas par fraction par les micro. D'accord? Et bien sûr, quatrième message, c'est pour humidifier, humidificateur d'oxygène. Il ne faut pas donner d'oxygène sec pour le bébé. C'est très important pour la surveillance d'oxygène au niveau de sa naissance. Il faut mettre des alarmes, des limites alarmes pour la bonne surveillance de la moniteur, pour éviter cette hypoxie, cette hyperoxie qui est délétère pour le nouveau-né. Donc, vous avez 2-3 questions pour la salle. Madame. Moi, je voudrais remercier le professeur Mortari pour vraiment ces interpellations très intéressantes quant à l'usage de l'oxygène en salle de naissance. J'adhère complètement à ce qu'a dit le professeur Chelsea et j'insiste encore une fois sur l'importance de ce qu'a dit le professeur Mortari. Un bébé à la naissance, il est physiologiquement bleu et dans la tête des sages-femmes, ça doit être clair et je pense que c'est notre rôle, nous, pédiatres en salle de naissance, de bien expliquer ça. Parce que dès qu'il est sorti du ventre de sa mère, on court brancher l'oxygène. Et là, malheureusement, ce sont des réflexes contre lesquels il faut absolument lutter. Je pense, en plus de tout ce que tu as dit, professeur Chelsea, il y a un moyen très important à mettre en place, c'est d'afficher des petits tableaux de saturation normale en salle de naissance en fonction de l'âge postnatal. Je pense que c'est extrêmement important parce qu'en général, les gens gèrent leur stress plus qu'ils gèrent le nouveau-né. Et dans ces situations-là, on est toxique, on est extrêmement toxique. Le deuxième point, et le professeur Chégé l'a dit, le professeur Boussard l'a confirmé aussi, c'est un nouveau-né qui est en détresse respiratoire. Ce n'est pas forcément un nouveau-né qui a besoin d'oxygène. Et là, malheureusement, dans la tête des soignants également, détresse égale 6 litres d'oxygène, 10 litres d'oxygène, et on part parce qu'on vise à avoir 100% de saturation. Et merci beaucoup d'avoir bien précisé que la physiologie, c'est pas avoir 100%. Gardons en tête cette haute affinité de l'hémoglobine fœtale à l'hyperoxie, à l'oxygène en général, ce qui aggrave l'hyperoxie et ses effets délétères. Merci beaucoup, c'était excellent. Merci beaucoup. Merci Madame Barakat. Toujours posée et nuancée, c'est bien. Merci beaucoup. Moi, je voudrais te demander une chose. Je cherche pas le coup dans les cheveux, la relation entre oxygène et pathologie des organes cellulaires. Parce que vous avez parlé de l'atteinte de la mitochondrie. Oui. Or, les cytopathies mitochondriales apparaissent à la naissance. Quelle est l'approche que l'on fait? Elles sont des maladies neurométaboliques, elles sont génétiques, elles sont tout ce qu'on veut. Il y a des explications précises. La relation entre oxygène, comment une mitochondrie, les manifestations à la naissance d'une mitochondrie peuvent être considérées conséquentes d'un problème d'oxygène ou non conséquentes d'un problème d'oxygène. C'est une excellente question. Excellente. Prends ton temps. C'est vraiment, parce que c'est une question qui interpelle. On sait maintenant, et là je m'adresse à mon ami qui est là-bas, qui fait semblant de ne pas m'entendre, c'est Mohamed Ben Ahmed. Voilà, donc on sait maintenant que l'oxygène, au même titre que le nutriment, parce que c'est un nutriment l'oxygène, un nutriment, donc au même titre que les autres nutriments, intervient dans la modification de l'épigénétique, y compris dans le retard de croissance intra-utérin, parce qu'il y a un certain nombre, quand on parle de retard de croissance intra-utérin par exemple, on s'intéresse à la croissance en disant oui, c'est des enfants qui vont, il faut qu'il y ait une fenêtre de rattrapage de machin, il faut qu'ils grossissent de temps, il faut mettre des hormones de croissance pour les faire grandir, grossir et tout, mais on oublie un détail, que à l'âge du lycée ou à l'âge du collège, ils ont d'énormes difficultés scolaires. Et on sait maintenant
qu'ils ont une altération effectivement du métabolisme cellulaire neuronal qui explique pourquoi ces enfants ils ont une difficulté. Et c'est pour cela que votre question, elle est excellente. Je ne sais pas y répondre maintenant, mais elle s'intercale en tous les cas, elle s'inscrit dans le mécanisme épigénétique de l'influence de l'oxygène sur effectivement ces organes. On sait qu'ils sont altérés. On sait qu'ils sont altérés parce qu'il y a une altération d'un certain nombre de protéines qui sont la CYP. La CYP, monsieur Ben Ahmed, la CYP, tu sais ce que c'est peut-être mieux que moi. Là, il y a un certain nombre de médiateurs dont on connaît actuellement l'influence au niveau du métabolisme de l'oxygène, qui vont agir pas uniquement de la mitochondrie, mais au niveau de tous les autres organismes de la cellule. Et voilà, c'est comme ça qu'on explique. On le sait par exemple sur le VEGH, le facteur de croissance endothélial vasculaire, ça on le sait de manière certaine, mais il y a d'autres endroits, voilà. Et votre question est très pertinente. Professeur Badr. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour cette excellente intervention. Et je félicite les organisateurs pour le choix pertinent de ce thème qui m'interpelle personnellement, étant donné que je suis néonatologue exerçant à la maternité. Et je rejoins la recommandation de Mme Haj Khalifa d'hier. Si on est dans une assise scientifique avec d'excellents experts, il est temps d'émettre des recommandations. Et parmi les recommandations, il faut savoir qu'on ne peut pas faire l'accueil du nouveau-né si on n'a pas de saturomètre. Donc, la saturation, c'est essentiel. Et la deuxième recommandation, nos maternités, parce qu'il faut voir l'état de nos maternités. Et je suppose que tout secteur confondu, ils ne sont pas dotés de scope et de saturomètre. Donc il faut oser mettre des recommandations. Et parmi les recommandations, saturomètre. Pas d'accueil de nouveau-né sans saturomètre. La deuxième recommandation, c'est qu'il faut accepter et qu'il faut se mettre en tête que l'oxygène, c'est un médicament. Et comme tout médicament, il y a des bénéfices attendus, il y a des effets indésirables. Donc, il est temps d'émettre une recommandation là-dessus. La troisième recommandation, je rejoins l'avis de mon collègue professeur Chemsi, c'est pour les maternités où il n'y a pas de mélangeur oxygène-air. Donc, c'est inconcevable de donner l'oxygène pur en salle de naissance et il faut accepter que la cible de la saturation en oxygène, elle est diminuée chez le nouveau-né. C'est une rassurance, comme a dit Mme Barakat, c'est une rassurance pour le praticien, mais c'est délétère pour le nouveau-né. Merci. Merci, professeur Badr. Merci beaucoup. Mme Barakat. Sans oublier les mélangeurs. Oui, merci beaucoup, chers collègues. Je voudrais juste vous rassurer parce que je pense que votre intervention est très importante parce qu'elle attire encore l'attention sur le fait qu'on écrit des choses qui ne sont pas bien diffusées. Je vous rassure que depuis 2010, il existe une recommandation nationale sur l'accueil du nouveau-né en salle de naissance dans laquelle tout ce que vous dites est écrit noir sur blanc. Je pense qu'il faut absolument que ce genre d'événement soit un lieu où on rappelle encore ces recommandations, pourquoi pas ne pas les diffuser sur les sites respectifs des associations ou des sociétés savantes. Je pense que c'est quelque chose de fondamental. Le deuxième point, là où je vous rejoins, c'est par rapport à l'architecture et aux installations de nos maternités dans le public, particulièrement les plus anciennes parmi elles, parce que c'est vrai qu'il y a des choses à revoir par rapport à l'existence. Par exemple, dans nos maternités, il n'y a que des sorties d'air, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de sortie d'air. C'est une aberration. Et on a émis des recommandations dont tout ce qui est rénové, qu'ils prennent en considération ça. Depuis 2018, une recommandation est déposée de par la Société marocaine de néonatologie au ministère pour qu'il y ait des saturomètres dans tous les lieux de naissance. Et je sais qu'il y a un grand plan d'action dans ce sens qui est en train d'être mis en œuvre. Mais vos remarques sont extrêmement pertinentes et je pense que ce genre de lieu est vraiment un endroit idéal pour rappeler ce qui est fait, ce qui devrait être fait. La recommandation est là, mais l'exécution, la recommandation est là, mais l'exécution, il faut faire des choses au niveau national. Il ne faut pas les faire par service, il faut les faire. Et tous les néonates, par exemple, et les médecins aussi doivent signer ce papier et le suivi.
Il faut ajouter autre chose que Mme Barakat. Je pose des recommandations, il faut bannir l'oxygène pur au niveau des services de réanimation d'hôpital. Depuis des années, on bataille pour avoir des lunettes à antibio à bas d'IV. Mais on bataille pour des années. Mais pour les décideurs, l'oxygène est suffisant pour les nouveau-nés pour sauver un enfant nouveau. Mais maintenant, il faut bannir. Il est interdit de donner maintenant l'oxygène pur pour un nouveau-né sur le C'est l'exécution. Il y a plus de salle, plus de questions dans la salle. Je pense qu'on passe à la communication. On passe à la communication. Merci.